Une voix calme, posée, presque détachée, celle d'une femme qui a survécu à tout. Ce soir-là, dans le salon de ma propre maison, j'ai senti le vin rouge couler sur ma robe blanche comme du sang versé sur de la neige. Ma belle-fille se tenait debout devant moi, le verre vide à la main, un sourire aux lèvres. Comme ça, vous êtes à votre niveau, belle maman. Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits sans fond. Mon fils, mon Édouard, celui que j'avais porté, élevé, aimé sans condition, a tourné son regard vers moi. Pas vers elle, vers moi. Maman, tu vas lui présenter tes excuses. Tu l'as cherché. J'ai regardé mes mains tremblantes, tachées de bordeaux. J'avais 76 ans, 76 années de dignité, de sacrifice, de silence. Et voilà ce que cela m'avait apporté. Non, un seul mot. Mais il a résonné comme un coup de tonnerre. Mon fils s'est approché, le visage déformé par une colère que je ne lui connaissais pas. Alors prends tes affaires et sors d'ici, maintenant. Je me suis levée lentement. J'ai senti mes genoux craquer, mon dos se redresser malgré la douleur, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce petit garçon devenu étranger. Non, Édouard, ce n'est pas moi qui vais partir. Un silence glacial s'est installé. Cette maison porte encore mon nom. Sa femme a pâli. Lui, il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai tourné les talons et je suis montée à l'étage, laissant derrière moi une flaque de vin rouge sur le parquet ciré que j'avais entretenu pendant 50 ans. Je m'appelle Agathe Giraud. J'ai 76 ans. Et ce que je m'apprête à vous raconter, je l'ai gardé enfoui au fond de mon cœur pendant bien trop longtemps. Parce que parfois, on donne tout à ceux qu'on aime, et ils vous le rendent en crachat. Mais ce soir, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, et comment, parfois, le silence finit par parler plus fort que tous les cris. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. La voix se fait plus douce, presque nostalgique. Il faut que je vous ramène en arrière, avant le vin rouge, avant les cris, avant que mon propre fils me regarde comme une étrangère. Cette maison, voyez-vous, je l'ai achetée en 1972. Pas avec l'argent de mon mari, non, avec mon propre héritage, celui que ma grand-mère m'avait laissé. Une maison bourgeoise dans le 16e arrondissement, avec ses hauts plafonds, ses moulures, son petit jardin à l'arrière où fleurissaient des hortensias bleues chaque printemps. Mon mari, François, était médecin. Nous avons vécu là pendant 43 ans. 43 années de dimanche en famille, de Noël au coin du feu, de premiers pas d'Édouard dans le couloir. Je me souviens encore de l'odeur du café le matin. François lisait Le Figaro dans le salon. Moi, je préparais des tartines beurrées pour Édouard. Il avait 3 ans, des boucles blondes, des yeux bleus comme les hortensias du jardin. « Maman, regarde !» Il me montrait toujours ses petites voitures. Son sourire était ma plus belle récompense. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions bien. François était un homme droit, discret. Il m'aimait à sa manière, sans grands mots, mais avec constance. Et moi, j'aimais notre vie. Cette routine douce, ce sentiment de sécurité. Le soir, après le dîner, nous nous asseyions tous les trois sur le canapé. Édouard entre nous deux, une couverture sur nos genoux, la télévision en fond sonore. « Un jour, maman, j'habiterai ici avec ma famille », m'avait-il dit un soir, à 8 ans. J'avais souri. « Cette maison sera toujours la tienne, mon chéri. » Comment aurais-je pu savoir que ces mots me hanteraient un jour? François est mort il y a 7 ans. Un infarctus brutal. Il est parti un mardi matin entre le café et le journal, sans prévenir. Comme on souffle une bougie. Édouard était déjà marié à l'époque, avec Céline, une jeune femme que j'avais accueillie les bras ouverts. Blonde, élégante, toujours très polie, un peu froide peut-être. Mais je me disais que c'était la timidité. « Bienvenue dans la famille, ma chérie », lui avais-je dit le jour de leur mariage. Elle m'avait souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Après la mort de François, la maison est devenue trop grande, trop silencieuse. Les murs semblaient me renvoyer mes propres pas. Le jardin, que François entretenait avec soin, commençait à se faner. Un soir, Édouard est venu me voir. « Maman, Céline et moi, nous cherchons un logement plus grand. Notre appartement est trop petit maintenant. » Ils avaient 2 enfants, Jules, 5 ans, et Léa, 3 ans. « Pourquoi ne viendriez-vous pas vivre ici ?» ai-je proposé. « Il y a tant de place, et je serai moins seule. » Le visage d'Édouard s'est illuminé. « Tu es sûre, maman ?»« Certaine. Cette maison est aussi la tienne. » Céline, à côté de lui, n'a rien dit.
Mais j'ai vu quelque chose passer dans son regard, quelque chose que je n'ai pas su nommer sur le moment. 3 mois plus tard, ils emménageaient. Et c'est là que tout a commencé à se fissurer. On croit bien faire en ouvrant sa porte, en partageant son toit. Mais parfois, on laisse entrer plus que des valises. Au début, tout semblait bien se passer. Céline organisait la maison à sa façon. Elle changeait les rideaux du salon, déplaçait les meubles, accrochait de nouveaux cadres au mur. Je me disais que c'était normal. Elle voulait se sentir chez elle. « Tu ne trouves pas que ce canapé serait mieux près de la fenêtre, belle maman ?»« Oui, bien sûr, ma chérie. Fais comme tu le sens. » Je cédais. Toujours. Par gentillesse. Par peur de paraître envahissante. Par peur d'être cette belle-mère dont tout le monde se plaint. Les petits, Jules et Léa, remplissaient la maison de rire. C'était merveilleux de les entendre courir dans les couloirs, de les voir jouer dans le jardin où Édouard avait joué autrefois. Mais il y avait des détails. Des petites choses qui s'accumulaient comme des grains de sable dans une chaussure. Un matin, je suis descendue prendre mon café. Ma tasse, celle que François m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage, blanche avec des petites roses bleues, n'était plus dans le placard. « Céline, tu n'aurais pas vu ma tasse ?» Elle était en train de préparer le petit déjeuner des enfants. « Ah, celle-là ?» Elle était ébréchée, je l'ai jetée. Mon cœur s'est serré. Elle n'était pas ébréchée. Si, à peine visible, mais je l'ai vue. Ne vous inquiétez pas, je vous en ai acheté une nouvelle. Elle m'a tendu une tasse ordinaire, blanche, sans âme. J'ai souri. Merci, c'est gentil. Mais mes mains tremblaient en versant le café. Les semaines passaient. Je remarquais d'autres changements. Les photos de François sur le manteau de la cheminée avaient disparu. Céline, où sont les photos? Je les ai rangées dans votre chambre, belle maman. Ça faisait un peu chargé. Mon mari, rangé comme un vieux magazine. Puis ce fut le tour de mes livres dans le salon. J'ai besoin de place pour les jouets des enfants. Puis de mes plantes sur le balcon. Elles prenaient trop de soleil. J'ai besoin de cet espace pour faire sécher le linge. Chaque fois, je hochais la tête. Je souriais. Je disais oui, parce que je ne voulais pas créer de tension, parce que je voulais que mon fils soit heureux, parce que je croyais encore que le sacrifice était une preuve d'amour. Un soir, Édouard est rentré tard du travail. Je préparais le dîner. Un bœuf bourguignon, son plat préféré depuis l'enfance. Il est entré dans la cuisine, a regardé la casserole, puis moi. « Maman, Céline avait déjà prévu des pâtes pour ce soir. » « Oh, je ne savais pas. Je voulais juste... » « La prochaine fois, demande avant, d'accord ?» Demander. Dans ma propre cuisine. Céline est apparue derrière lui. « Ce n'est pas grave, Édouard. Ta mère voulait bien faire. » Elle m'a souri. Ce même sourire froid du jour de son mariage. « Mais c'est vrai que ce serait plus simple si on s'organisait un peu mieux, belle maman, pour éviter le gaspillage. » J'ai éteint le feu sous la casserole. « Vous avez raison. Pardon. » Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai mangé le bœuf bourguignon directement dans la casserole. Il avait un goût de cendre. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois ont passé. Et avec eux, ma place dans cette maison s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Je me levais de plus en plus tôt pour ne pas gêner Céline dans la cuisine. Je descendais sur la pointe des pieds, je préparais mon café en silence, puis je remontais dans ma chambre avec mon plateau. « Belle maman, vous n'êtes pas obligée de vous cacher comme ça, » me disait-elle parfois. Mais ses yeux disaient le contraire. Un jour, j'ai voulu inviter mon amie Marguerite pour le thé. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Elle venait toujours le jeudi après-midi. J'ai prévenu Céline la veille. « Demain, Marguerite vient prendre le thé. » Elle a levé les yeux de son téléphone. « Ah, demain, j'ai invité des amis pour un déjeuner. Ce serait mieux un autre jour, non ? Mais Marguerite vient tous les jeudis depuis... » Je comprends, belle maman, mais j'ai déjà tout organisé. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai appelé Marguerite pour annuler. Agathe, qu'est-ce qui se passe? M'a-t-elle demandé. Ta voix est bizarre. Rien, ma chérie. Juste un petit contretemps. Elle a insisté. Tu es sûre que tout va bien avec ta belle-fille? Mais oui, tout va très bien. Je mentais, pour la première fois à mon amie. Les repas du soir étaient devenus un supplice. Nous mangions tous ensemble. Édouard, Céline, les enfants et moi. Mais j'étais transparente, invisible. Céline parlait de ses journées, de ses projets, de ses amis. Édouard l'écoutait, souriait, approuvait. Les enfants racontèrent l'école. Et moi, j'étais là, silencieuse, comme un meuble.
Un soir, j'ai essayé de participer à la conversation. Aujourd'hui, j'ai lu un article intéressant sur « Maman, attends ». Céline n'avait pas fini. Je me suis tue. Céline a continué, comme si je n'avais rien dit. Après le dîner, Édouard est venu me voir dans ma chambre. « Maman, il faut qu'on parle ». Il s'est assis sur le bord de mon lit, comme quand il était petit et qu'il venait me raconter ses chagrins. Céline trouve que... Enfin, elle m'a dit que tu la regardais bizarrement parfois. Comment ça, bizarrement? Je ne sais pas. Elle dit que tu la juges, que tu n'es pas contente de la façon dont elle gère la maison. Mais Édouard, je n'ai jamais... Je te connais, maman. Tu as toujours été un peu... possessive. Possessive. Le mot m'a frappée comme une gifle. Cette maison, c'était la tienne avec papa. Je comprends que ce soit dur de la partager, mais il faut que tu fasses un effort. Pour nous. Pour les enfants. Il est reparti en fermant doucement la porte. Je suis restée assise sur mon lit, les mains jointes sur mes genoux. Possessive. Moi qui m'effaçais depuis des mois. Un après-midi, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, une liasse de papiers, des documents administratifs, des formulaires pour une maison de retraite dans le 15e arrondissement. Une petite note était attachée. « Belle maman, on a pensé que vous seriez peut-être plus heureuse entourée de gens de votre âge. Juste une suggestion. On en parle quand vous voulez. Bise, Céline. » Mes mains tremblaient. 76 ans. Et on me proposait poliment de partir. J'ai rangé les papiers au fond d'un tiroir. Ce soir-là, au dîner, j'ai regardé mon fils. Vraiment regardé. Il coupait sa viande, parlait avec Céline, riait avec les enfants. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Les jours suivants, j'ai commencé à observer. Vraiment observer. On ne voit que ce qu'on veut bien voir. Vous savez, pendant des mois, j'avais fermé les yeux. Par amour, par peur, par cette habitude que nous avons, nous les femmes de ma génération, de tout accepter pour préserver la paix. Mais les documents de la maison de retraite avaient ouvert une brèche. Un matin, alors que je descendais chercher un verre d'eau, j'ai entendu des voix dans le salon. Céline parlait au téléphone. Non, non, elle ne veut rien entendre pour l'instant. Mais crois-moi, dans quelques mois, elle n'aura plus le choix. Édouard est d'accord. Une fois qu'elle sera partie, on pourra enfin refaire toute cette baraque à notre goût. Tu as vu ces moulures? C'est d'un ringard. Elle riait. Et puis franchement, elle commence à me fatiguer avec ses airs de martyr. Toujours dans nos pattes. Je suis remontée sans faire de bruit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai fouillé. Je ne suis pas fière de l'avouer, mais j'avais besoin de savoir. Dans le bureau qu'Édouard partageait avec Céline, j'ai trouvé une chemise bleue. À l'intérieur, des papiers, des recherches sur la vente de biens immobiliers dans le 16e arrondissement, des estimations. Ma maison valait près de 2 500 000 €. Il y avait aussi des notes manuscrites. L'écriture de Céline. Convaincre A de vendre. Maison trop grande pour elle seule. Argument sécurité plus santé. Partage équitable des bénéfices? Non. Donation avant décès? Ah, moins de frais. Édouard, héritier unique, voire notaire. Mon sang s'est glacé. Ah, c'était moi. Agathe. Je n'étais plus une belle-mère. J'étais un obstacle, un bien à liquider. Le soir même, Céline a été particulièrement gentille avec moi. « Belle maman, vous avez l'air fatiguée. Je vous ai préparé une tisane. » Elle m'a tendu une tasse fumante avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « C'est gentil, ma chérie. » J'ai bu la tisane. Mais maintenant, je voyais tout différemment. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot doux, tout était calculé. Quelques jours plus tard, Édouard est venu me parler. Encore. « Maman, il faut qu'on discute sérieusement. » Nous étions dans le jardin. Les hortensias commençaient à refleurir. Céline et moi, on s'inquiète pour toi. Cette maison est trop grande. L'escalier est dangereux. Tu pourrais tomber. Et si un jour tu avais un malaise? Édouard, je vais très bien. Pour l'instant, oui. Mais à ton âge? À mon âge. Comme si 76 ans signifiait la décrépitude. On a visité une résidence magnifique, très haut de gamme, avec un personnel médical, des activités, des gens de ton âge. Tu ne serais plus seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec vous. Il a détourné le regard. Justement, on pense que... Enfin, Céline pense que tu aurais besoin de plus d'indépendance, que vivre avec nous te pèse. C'est elle qui te dit ça. Maman, ne commence pas. Commence quoi, Édouard? À dire la vérité? Il s'est levé, agacé. Tu vois,
C'est exactement ce dont je parle. Tu es toujours sur la défensive. Tu ne veux jamais écouter. Il est rentré dans la maison en claquant la porte-fenêtre. Je suis restée seule dans le jardin, au milieu des hortensias que j'avais plantées il y a 40 ans. Cette nuit-là, j'ai sorti les papiers de propriété de la maison. Ils étaient dans un coffret en bois, au fond de mon armoire. L'acte de vente, à mon nom. Agathe Giraud, née Lemaire. Acheté le 15 juin 1972 avec mon héritage personnel. François n'avait jamais été copropriétaire. C'était mon choix. Ma grand-mère m'avait toujours dit « Une femme doit avoir quelque chose à elle. » Toujours. J'ai caressé le document du bout des doigts. Cette maison était à moi, légalement, entièrement. Mais j'étais en train de me faire chasser de chez moi par mon propre fils. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en les accueillant. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je continuais à vivre dans cette maison, mais j'y étais devenue une étrangère, une invitée indésirable dans mon propre foyer. Céline avait cessé de faire semblant. Elle ne me souriait plus. Elle ne me parlait plus que par nécessité, avec cette politesse glaciale qu'on réserve aux importuns. « Belle maman, pourriez-vous éviter de laisser vos affaires dans le salon ? Belle maman, les enfants ont besoin de calme pour faire leurs devoirs. Peut-être pourriez-vous regarder la télévision dans votre chambre ? Belle maman, j'ai besoin de cette étagère pour ranger mes livres de décoration. Vous pourriez déplacer vos bibelots ? Mes bibelots. Les souvenirs de toute une vie, réduits à des objets encombrants. Et Édouard ne disait rien. Il assistait à tout cela en silence, les yeux baissés, comme un enfant pris entre deux feux qui choisit le camp du plus fort. Un dimanche après-midi, Marguerite a insisté pour venir me voir. « Agathe, ça fait 3 mois que tu annules. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Je l'ai fait entrer discrètement, comme une voleuse dans ma propre maison. Nous nous sommes installés dans ma chambre. Elle a regardé autour d'elle. Le lit, l'armoire, la petite table près de la fenêtre. Ma vie entière concentrée dans 15 mètres carrés. Mon Dieu, Agathe, tu vis comme une pensionnaire. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Où sont tes affaires? Tes photos? Tes plantes? En bas, dans le salon. Non, je viens de traverser le salon. Il n'y a rien de toi là-bas. Rien. J'ai baissé les yeux. Marguerite m'a pris les mains. Ma chérie, il faut que tu réagisses. Cette femme est en train de te voler ta maison. Et ton fils la laisse faire. C'est mon fils, justement. Je ne peux pas... Quoi? Tu ne peux pas quoi? Te défendre? Dire la vérité? Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai peur, Marguerite. J'ai peur qu'il me déteste, qu'il ne me parle plus, qu'il m'enlève les petits. Et toi, pendant ce temps, tu te laisses mourir à petit feu. Elle avait raison. Je le savais. Mais la peur était plus forte que la raison. Le soir même, alors que je descendais pour prendre un verre d'eau, j'ai entendu des éclats de voix dans la cuisine. C'étaient Céline et Édouard. Ils se disputaient. Elle a fait venir cette vieille fouineuse de Marguerite. Tu te rends compte? Céline, c'est son amie. Son amie. Elle est venue fouiller, oui. J'ai vu comment elle nous regardait. Comme si on était des monstres. Peut-être qu'on devrait... Quoi? Attendre qu'elle change d'avis? Édouard, réveille-toi. Ta mère ne partira jamais d'elle-même. Il faut qu'on force un peu les choses. Comment ça? Forcer? Je ne sais pas. La mettre face à la réalité. Lui faire comprendre qu'elle n'est plus chez elle ici, qu'on ne veut plus d'elle. Un silence. Tu ne dis rien? A insisté Céline. C'est ma mère quand même. Et moi, je suis ta femme. C'est qui, ta priorité? Nouveau silence. Toi. Bien sûr. Alors prouve-le. Je suis remontée sans bruit, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Non pas de tristesse, mais de colère. Mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté 9 mois, nourri, veillé chaque nuit quand il était malade, celui pour qui j'avais tout donné. Il venait de choisir. Et ce n'était pas moi. Les jours suivants, Céline est passée à l'offensive. Un matin, j'ai trouvé tous mes vêtements entassés dans des cartons dans le couloir. Qu'est-ce que c'est? Céline est apparue, un sourire innocent aux lèvres. Oh, belle maman, j'ai fait un peu de rangement. Votre armoire débordait. J'ai mis les vêtements que vous ne portez plus dans des cartons, pour faire de la place. Mais ce sont mes affaires. Je sais. C'est pour ça que je les ai mises là, pour que vous les triez. Elle est repartie, me laissant seule face au carton. Des robes que François aimait, des pulls tricotés par ma mère, des écharpes offertes par Édouard quand il était enfant. Tout était froissé, jeté pêle-mêle comme des déchets.
Le lendemain, c'était le tour de mes livres. On manque de place pour les affaires des enfants. Puis mes plantes. Elles attiraient les moucherons. Puis le fauteuil de François dans le salon. Il prenait trop de place. On l'a mis à la cave. À la cave. Comme un vieux meuble bon pour la décharge. Chaque jour, un peu plus de moi disparaissait. Et Édouard assistait à tout cela en silence, le regard fuyant. Un soir, pendant le dîner, j'ai osé dire quelque chose. Les enfants parlèrent de l'école. Léa racontait qu'elle avait dessiné un arbre. « Tu me le montreras, ma chérie ?» ai-je demandé. Céline a posé sa fourchette. Léa dessine beaucoup, on ne peut pas tout montrer à tout le monde. Mais je suis sa grand-mère. Justement, on ne veut pas qu'elle vous dérange. Vous avez besoin de repos à votre âge. Le ton était doux. Les mots, assassins. Édouard ne disait rien. Il coupait sa viande, les yeux fixés sur son assiette. « Édouard » ai-je appelé doucement. Il a relevé la tête, gêné. « Maman, Céline a raison. Tu es souvent fatiguée. C'est normal. Fatiguée. J'avais 76 ans, pas 90. Je marchais 3 kilomètres par jour. Je faisais mes courses, je lisais, je jardinais. Mais dans leur bouche, j'étais déjà une mourante. Le soir de mes 76 ans, j'ai cru qu'ils avaient oublié. Personne n'avait mentionné la date. Pas un mot au petit déjeuner. Pas un regard. Je me suis couché tôt, le cœur lourd. Vers 21h, on a frappé à ma porte. C'était Édouard. Il portait une petite boîte. « Bon anniversaire, maman !» Il me l'a tendue, avec un sourire embarrassé. J'ai ouvert. À l'intérieur, une écharpe, grise, toute simple, achetée à la va-vite dans une boutique de quartier. « Merci, mon chéri. » Il est reparti aussitôt. Pas de gâteau, pas de chanson, pas de repas en famille. Je me suis assise sur mon lit, l'écharpe entre les mains. François, chaque année, m'offrait des roses blanches. 20, 30, 40 roses. Une pour chaque année de mariage. Aujourd'hui, j'avais une écharpe grise et un fils qui me fuyait du regard. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon notaire, Maître Beaumont, un homme que je connaissais depuis 30 ans. « Agathe, quelle surprise. Comment allez-vous ? Maître, j'ai besoin de vous voir. Rapidement. Bien sûr. Demain, 15h ? Parfait. » J'ai raccroché. Dans le miroir de ma chambre, j'ai regardé mon reflet. Cette femme aux cheveux blancs, aux épaules courbées, aux yeux fatigués. Quand étais-je devenue cette ombre ? J'ai redressé le dos. J'ai relevé le menton. Non, je n'étais pas morte. Pas encore. Et j'allais le leur prouver. Le lendemain, j'ai quitté la maison à 14h. Céline était dans le salon avec les enfants. Elle a levé les yeux en me voyant descendre l'escalier, habillée d'un tailleur bleu marine que je n'avais pas porté depuis des mois. « Vous sortez, belle maman ? » ?»« Oui, j'ai un rendez-vous. »« Un rendez-vous ? Chez le médecin ? » ?»« Non, personnel. » J'ai vu son regard se durcir. « Vous rentrez pour le dîner ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Je suis sortie sans me retourner. Dans la rue, j'ai respiré profondément. L'air était frais. Le soleil brillait. J'avais l'impression de sortir de prison. Le cabinet de Maître Beaumont se trouvait rue de la Pompe, un immeuble haussmannien avec une cour pavée. Il m'a accueilli chaleureusement. « Agathe, quel plaisir de vous revoir. Asseyez-vous, je vous en prie. » Nous nous sommes installés dans son bureau au mur couvert de livres de droit. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» J'ai sorti l'acte de propriété de la maison de mon sac. « Maître, je veux être certaine d'une chose. Cette maison est bien à mon nom, uniquement à mon nom. » Il a chaussé ses lunettes et a parcouru le document. « Absolument, vous êtes l'unique propriétaire. Votre mari n'a jamais été mentionné sur l'acte. C'est vous qui avez acheté cette maison avec votre héritage personnel en 1972. Et mon fils, il n'a aucun droit dessus ? Tant que vous êtes en vie, non. Vous êtes libre d'en disposer comme vous le souhaitez. Vous pouvez la vendre, la donner, la léguer. C'est votre bien propre. » J'ai senti un poids immense se soulever de ma poitrine. Et si des personnes vivaient chez moi sans mon consentement ? Légalement, je peux leur demander de partir ? Maître Beaumont m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Agathe, y a-t-il un problème ? Répondez-moi d'abord, s'il vous plaît. » Eh bien, techniquement, si ces personnes vivent chez vous avec votre accord initial, la situation est plus complexe. Mais si vous retirez cet accord, oui, vous pouvez leur demander de quitter les lieux. C'est votre propriété. Il s'est penché vers moi. « Qu'est-ce qui se passe, Agathe ?» J'ai hésité, puis j'ai parlé. Tout. Les humiliations, les cartons, les documents pour la maison de retraite, les plans de Céline, le silence complice d'Édouard. Maître Beaumont m'écoutait, le visage grave.
Quand j'ai eu fini, il a poussé un long soupir. Je suis désolé que vous viviez cela. Vraiment. Qu'est-ce que je peux faire? Légalement, vous êtes dans votre droit. Mais Agathe, c'est votre fils, votre famille. Êtes-vous prête à aller jusque-là? Je ne sais pas encore, mais je veux savoir que j'ai le choix. Il a hoché la tête. Vous l'avez, toujours. Cette maison est à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Personne. Je suis rentrée vers 18 heures. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Dans le salon, Céline, Édouard et les enfants étaient assis autour de la table basse. Ils m'ont tous regardé entrer. Alors, ce rendez-vous mystérieux, a lancé Céline avec un sourire froid, chez le notaire. Le silence s'est épaissi. Édouard a pâli. Le notaire? Pourquoi? Pour vérifier certaines choses. Quelles choses? J'ai posé mon sac sur le fauteuil. Des choses qui me concernent. Céline s'est levée, les bras croisés. Vous avez vérifié quoi, exactement? Que cette maison est à moi. Entièrement à moi. Un éclair de fureur a traversé son regard. Personne ne dit le contraire. Vraiment? Alors pourquoi ai-je trouvé des documents sur la vente de ma maison dans votre bureau? Édouard s'est levé d'un bond. Maman, de quoi tu parles? Ne fais pas semblant, Édouard. Je sais tout. Les estimations, les plans, les notes de ta femme. Céline a éclaté de rire. Un rire sec, sans joie. Vous avez fouillé dans nos affaires? À votre âge, on devient paranoïaque, apparemment. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis lucide. Lucide? Vous? Vous êtes une vieille femme aigrie qui ne supporte pas que son fils ait refait sa vie. Céline, arrête, a murmuré Édouard. Mais elle ne l'écoutait plus. Vous savez quoi, belle maman? Vous nous rendez la vie impossible depuis des mois. Vous êtes toujours là, à nous surveiller, à nous juger. Cette maison nous étouffe. Vous nous étouffez. Si cette maison vous étouffe, vous êtes libre de partir. Le silence est retombé comme une pierre dans un puits. Céline s'est avancée vers moi, le visage déformé par la rage. Partir? C'est vous qui devriez partir. Une vieille comme vous, toute seule dans une maison pareille, c'est du gâchis. Peut-être, mais c'est mon gâchis. Ma maison, ma vie. Les jours suivants ont été glaciaux. Plus personne ne m'adressait la parole. Céline me croisait dans les couloirs sans me regarder. Édouard disparaissait tôt le matin et rentrait tard le soir. Même les enfants, condionnés par leur mère, m'évitaient. Un soir, petite Léa s'est approchée de moi dans le jardin. « Mamie Agathe? Oui, ma chérie. Maman dit que tu es méchante. C'est vrai? Mon cœur s'est brisé. Non, ma chérie, je ne suis pas méchante. Je suis juste fatiguée. Fatiguée de quoi? D'avoir peur. Elle m'a regardée avec ses grands yeux innocents. Moi aussi, parfois, j'ai peur. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait le shampoing à la pomme. N'aie jamais peur d'être toi-même, Léa. Promis? Promis. Céline est apparue sur le seuil. Léa, rentre, maintenant. La petite s'est échappée de mes bras et a couru vers sa mère. Céline m'a fusillé du regard avant de claquer la porte. Un samedi soir, 3 semaines après ma visite chez le notaire, Céline a organisé un dîner. Des amis viennent à la maison. Vous n'êtes pas obligée de descendre, belle maman. C'est chez moi. Je descends si je veux. Elle a haussé les épaules. Comme vous voulez. À 19 heures, j'ai entendu des voix en bas. Des rires, de la musique. Je me suis habillée avec soin. Une robe blanche, simple et élégante, celle que François aimait tant. Je suis descendue. Dans le salon, une dizaine de personnes buvaient du champagne. Céline jouait la maîtresse de maison parfaite, souriante, charmante. Quand elle m'a vue apparaître, son sourire s'est figé. Belle maman. Quelle surprise. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis dit que j'allais me joindre à vous. Après tout, c'est ma maison. Un silence embarrassé s'est installé. Édouard s'est approché, mal à l'aise. « Maman, tu es sûre? Tu disais que tu étais fatiguée ?»« Je vais très bien. » Je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur le canapé. Céline me regardait avec une haine à peine contenue. La soirée a continué. Les invités parlaient, riaient, mais je sentais la tension. Céline lançait des regards noirs à Édouard. Lui essayait de faire bonne figure. Vers 22 heures, alors que les conversations battaient dans leur plein, Céline est passée derrière moi. Elle portait un verre de vin rouge. Et là, elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a basculé le verre, volontairement. Le vin s'est déversé sur moi, sur ma robe blanche, sur mes épaules, dans mes cheveux. Un liquide froid, poiseux, humiliant. Tout le monde s'est tu. Céline me regardait avec un sourire triomphant. « Oh, pardon, belle maman. Comme ça,
Vous êtes à votre niveau. Les mots ont résonné dans le silence. Je me suis levée lentement. Le vin dégoulinait sur ma robe, formant une flaque rouge à mes pieds. Tous les invités nous regardaient, pétrifiés. Édouard s'est avancé, pas vers elle, vers moi. Maman, tu l'as cherché. Tu n'avais rien à faire ici ce soir. Présente tes excuses à Céline. Tout de suite, j'ai regardé mon fils, cet homme de 43 ans qui avait été mon bébé, mon enfant, mon trésor. Non. Quoi? Non? Je ne lui présenterai pas mes excuses? Son visage s'est durci. Alors prends tes affaires et sors d'ici. Maintenant. La pièce était devenue un théâtre. Les invités retenaient leur souffle. Je me suis redressée. J'ai senti mes épaules se déployer. Ma colonne vertébrale se raidir. 76 ans de dignité avalée, écrasée, piétinée. Mais ce soir, je ne plierai plus. Non, Édouard. Il s'est approché, menaçant. Comment ça, non? J'ai planté mes yeux dans les siens. Ce n'est pas moi qui vais partir. Un silence de mort. Cette maison porte encore mon nom. Cette maison est à moi, légalement, entièrement. Et si quelqu'un doit partir, c'est vous. Céline est devenue blanche comme un linge. Édouard a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai continué, la voix tremblante mais ferme. Pendant des mois, je me suis effacée, je me suis tue, je me suis laissée humilier dans ma propre maison. Par toi, Édouard, par cette femme que tu as choisie. J'ai accepté vos silences, vos regards méprisants, vos cartons, vos projets pour me jeter dans une maison de retraite. Ma voix montait. Mais ce soir, ça suffit. J'ai regardé Céline droit dans les yeux. Vous vouliez ma maison. Vous pensiez que j'allais plier, que j'allais partir gentiment en m'excusant d'exister. J'ai fait un pas vers elle. Mais je ne partirai pas, c'est vous qui allez partir. Vous et mon fils. Parce que cette maison est à moi, et que j'en ai assez d'être une étrangère chez moi. Les invités nous regardaient, bouche bée. Édouard a explosé. Tu es devenue folle, on ne partira nulle part. Si, vous partirez. Ou j'appelle la police et je vous fais expulser. C'est ma propriété. J'en ai le droit. Céline s'est mise à crier. Vous êtes une vieille garce, une égoïste. Peut-être, mais je suis une vieille garce qui possède cette maison. J'ai regardé mon fils une dernière fois. Tu as choisi, Édouard. Tu as choisi son camp. Tu m'as humilié. Tu m'as abandonné. Et ce soir, je te rends ta liberté. Prenez vos affaires et partez. Vous avez 1 semaine. Je suis montée à l'étage, laissant derrière moi le silence stupéfait des invités, les cris de Céline et le regard hébété de mon fils. Dans ma chambre, j'ai enlevé ma robe tachée de vin. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais pour la première fois depuis des mois, je respirais. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Céline et Édouard ne m'adressaient plus la parole. Ils passaient leur journée à faire des allers-retours, chargeant des cartons dans leur voiture. Les portes claquaient. Les tiroirs se vidaient. Les armoires se refermaient dans des bruits secs. J'entendais tout depuis ma chambre. Chaque bruit était comme un coup de poignard. Je ne descendais plus. Je ne voulais pas les croiser. Je ne voulais pas voir le regard de mon fils. Marguerite venait me voir tous les jours. Elle montait directement dans ma chambre, avec des plats préparés, du thé, des mots doux. Tu as fait ce qu'il fallait, Agathe. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu? Parce que l'amour maternel ne meurt jamais, même quand il est trahi. Elle restait avec moi des heures, en silence, juste sa main dans la mienne. Le 5e jour, Édouard a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Il se tenait là, les traits tirés, le regard fuyant. On part demain. Très bien. Un silence. Maman. Oui? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis il a juste secoué la tête et il est reparti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à toutes ces années, à ce petit garçon qui courait dans le jardin, à l'adolescent qui me racontait ses rêves, au jeune homme qui m'avait présenté Céline avec tant de fierté. Où était-il passé? Quand avait-il cessé de me voir? Le lendemain matin, un samedi, j'ai entendu du mouvement dès 7 heures, des voix, des bruits de carton. Le camion de déménagement qui se garait devant la maison. Je suis restée dans ma chambre, assise sur mon lit, les mains jointes. Vers midi, on a frappé à ma porte. C'était petite Léa. Elle tenait un dessin à la main. « Mamie Agathe, entre, ma chérie. » Elle s'est approchée timidement et m'a tendu le dessin. C'était une maison avec un jardin, des fleurs et 2 silhouettes. « C'est toi et moi, » a-t-elle dit doucement. Les larmes me sont montées aux yeux. « C'est magnifique, ma chérie. »
Je vais le garder toujours. Maman dit qu'on ne reviendra plus jamais. Mon cœur s'est serré. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, Léa. Tu vas être toute seule maintenant. Je ne serai pas seule. Je t'aurai dans mon cœur. Elle m'a serré dans ses bras, très fort. Je t'aime, mamie. Moi aussi, ma chérie. Plus que tu ne peux l'imaginer. Céline a appelé d'en bas, la voix sèche. Léa, on y va! La petite m'a lâchée et a couru vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Au revoir, mamie. Au revoir, mon ange. Vers 15 heures, tout était fini. J'ai entendu le camion démarrer, puis le bruit des portières qui claquent, puis le moteur de la voiture d'Édouard. Je me suis approchée de la fenêtre. En bas, mon fils chargeait les derniers sacs dans le coffre. Céline était déjà installée à l'avant, les bras croisés, le regard fixe. Jules et Léa étaient à l'arrière. Édouard a levé les yeux vers ma fenêtre. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Du regret? De la colère? Je ne sais pas. Il est monté dans la voiture et ils sont partis. Je suis restée là, immobile, à regarder la rue vide. Mon fils venait de sortir de ma vie. Les premiers jours, la maison m'a semblé immense, vide, trop silencieuse. Je marchais dans les pièces comme un fantôme. Le salon, la cuisine, le jardin. Partout, il y avait des traces de leur passage. Une marque sur le mur où un cadre était accroché. Une égratignure sur le parquet. Des placards vides. Mais petit à petit, j'ai recommencé à respirer. J'ai racheté ma tasse bleue avec les roses. Pas la même, mais similaire. J'ai remis mes photos de François sur le manteau de la cheminée. J'ai ramené mes plantes sur le balcon. J'ai sorti le fauteuil de François de la cave et je l'ai replacé dans le salon, près de la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres en grand. J'ai laissé l'air frais envahir chaque pièce. Et lentement, la maison est redevenue mienne. Marguerite venait tous les jeudis pour le thé, comme avant. « Tu as repris des couleurs », me disait-elle. « Je reprends ma vie. Tu as des nouvelles d'Édouard » ? Non, aucune. Il reviendra, tu sais, un jour, peut-être, ou peut-être pas. Je ne vivais plus dans l'attente, je ne guettais plus le téléphone, je ne sursautais plus à chaque bruit de pas dans la rue. J'avais accepté. Mon fils avait fait son choix, et moi, j'avais fait le mien. 3 mois après leur départ, j'ai reçu une lettre. L'écriture était celle d'Édouard. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Finalement, un soir, assise dans le fauteuil de François, je l'ai décachetée. « Maman, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si tu liras cette lettre. Ces derniers mois ont été difficiles. Céline et moi avons trouvé un appartement dans le 17e. C'est petit, mais ça nous suffit pour l'instant. Je pense souvent à ce qui s'est passé, à cette soirée, à tout ce qui a précédé. Je ne vais pas m'excuser pour des choses que je ne regrette pas. Céline est ma femme. Je l'aime. Je la défendrai toujours. Mais je regrette la façon dont tout s'est terminé. Je regrette les mots, la violence de cette scène. Les enfants te réclament. Léa garde ton dessin sous son oreiller. Je ne sais pas si un jour on pourra se parler à nouveau. Mais je voulais que tu saches que, malgré tout, tu restes ma mère. Édouard. J'ai replié la lettre lentement. Pas d'excuses, pas de remords, juste des regrets de forme. Il aimait Céline. Il la défendrait toujours, même contre moi. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu. Non par méchanceté, mais parce que je n'avais rien à dire. Les mots ne changeraient rien. Les mots n'effaceraient pas les humiliations. Les mots ne ramèneraient pas mon fils. Il fallait que le temps fasse son œuvre. J'ai recommencé à vivre. J'allais au marché le dimanche matin. Je prenais des cours de peinture le mercredi après-midi. Je lisais, je jardinais, je recevais mes amis. Un jour, en rangeant des papiers dans le bureau, je suis tombée sur une vieille photo. Édouard, 5 ans, dans mes bras. Il riait. J'avais 28 ans. Mes cheveux étaient noirs, mon visage lisse. Nous avions l'air heureux. J'ai caressé la photo du bout des doigts. « Tu me manques, mon petit garçon », ai-je murmuré. « Pas l'homme que tu es devenu, mais l'enfant que tu étais. » J'ai rangé la photo dans un album. Et j'ai continué ma vie. 6 mois après leur départ, Marguerite m'a apporté une nouvelle. « Tu sais que je connais Pauline, la voisine de ta belle-fille ?»« Oui. Et alors ?»« Eh bien, elle m'a dit que ça ne va pas fort chez eux. »« Comment ça ?» Apparemment, Céline et Édouard se disputent beaucoup. L'appartement est trop petit. Les finances sont tendues. Céline voulait acheter, mais ils n'ont pas assez d'apport. Elle a marqué une pause. Pauline dit qu'elle entend Céline reprocher à Édouard d'avoir tout gâché, qu'ils auraient pu avoir la maison, que c'est de sa faute,
s'ils vivent dans un 2 pièces. J'ai bu une gorgée de thé en silence. Agathe, tu m'écoutes? Oui. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Marguerite? Je ne sais pas. Que tu es soulagée, que justice est faite. J'ai secoué la tête. Non, juste de la tristesse. De la tristesse? Pour eux? De la tristesse pour mon fils, parce qu'il a choisi une femme qui ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'elle pensait qu'il pourrait lui apporter. Marguerite m'a pris la main. Tu es trop bonne, Agathe. Non, je suis juste lucide. La vie se charge toujours de remettre les choses à leur place. Je n'ai rien à faire. Et je le pensais vraiment. Je ne voulais pas me réjouir de leurs difficultés. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste la paix. 1 an après leur départ, j'ai croisé Céline par hasard. C'était un mardi matin, au marché. Je choisissais des tomates quand je l'ai vue, 3 étals plus loin. Elle était seule, habillée simplement, les cheveux attachés, le visage fatigué. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux immédiatement. J'ai continué mes courses. En partant, je suis passé devant elle. Elle inspectait des pommes, le dos voûté. Elle avait l'air épuisée. « Bonjour, Céline. » Elle a sursauté. « Agathe. » Un silence gêné. « Comment allez-vous » ai-je demandé poliment. « Bien. Et vous » ? « Très bien. » Nouveau silence. « Les enfants vont bien » ? « Oui. Ils grandissent. » « Tant mieux. » J'ai fait un pas pour partir, puis je me suis retournée. « Céline » ? « Oui. Prenez soin de mon fils. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Oui, bien sûr. » Je suis repartie sans me retourner. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans le jardin. Les hortensias étaient en pleine floraison, bleues, comme toujours. J'ai pensé à cette rencontre, au visage fatigué de Céline, à ses vêtements simples, à son regard fuyant. La vie avait fait son travail. Elle, qui voulait ma maison, mon confort, ma vie bourgeoise, se retrouvait dans un 2 pièces à se disputer avec mon fils. Elle, qui m'avait traité de vieille garce, se rendait compte, jour après jour, que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mais je ne ressentais aucune joie, juste une profonde sérénité, parce que je n'avais pas eu besoin de me venger, parce que je n'avais pas eu besoin de crier, de supplier, de me battre. J'avais juste eu besoin de me respecter. Et la vie s'était chargée du reste. 2 ans ont passé. 2 années pendant lesquelles j'ai réappris à vivre, à exister sans m'excuser, à occuper l'espace qui était le mien. Ma maison est devenue un refuge, pas seulement pour moi, mais pour d'autres. J'ai commencé à donner des cours de français à des femmes immigrées, dans le petit salon. Elles venaient 2 fois par semaine, avec leurs cahiers, leur sourire timide, leur envie d'apprendre. « Madame Agathe, vous êtes si patiente », me disait Amina, une jeune Marocaine de 25 ans. « C'est normal, ma chérie. On apprend toute sa vie. » Ces femmes m'ont redonné un sens. Elles m'ont rappelé qu'on peut toujours recommencer, qu'on peut toujours se reconstruire. Marguerite continuait à venir tous les jeudis. Mais maintenant, nous recevions aussi d'autres amies. Christiane, Monique, Elisabeth. Des femmes de notre âge qui avaient toutes, à leur manière, traversé des épreuves. Un jeudi, alors que nous prenions le thé dans le jardin, Monique m'a demandé « Agathe, tu as des nouvelles d'Édouard » ? « Non, aucune. Depuis sa lettre, il y a plus d'1 an et demi, plus rien. Et toi, tu ne l'as pas contacté ? Non. Tu ne veux pas savoir comment il va ? J'ai posé ma tasse. Bien sûr que je veux savoir. C'est mon fils, mais je ne vais pas mendier son affection. Je lui ai ouvert une porte. C'est à lui de la franchir. Christiane a hoché la tête. Tu as raison. On ne peut pas forcer l'amour, même celui d'un enfant. Mais la vie, vous savez, a une façon bien à elle de boucler les boucles. Un mardi après-midi, 3 semaines avant Noël, on a sonné à ma porte. Je ne recevais personne ce jour-là. J'ai ouvert, intriguée. C'était Édouard, seul. Il était là, sur le perron, les mains dans les poches, le regard fuyant. Il avait maigri. Des cernes creusaient ses yeux. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. « Bonjour, maman. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. « Bonjour, Édouard. » Un silence. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte en grand. « Entre. » Nous nous sommes installés dans le salon. Lui sur le canapé. Moi dans le fauteuil de François. Il regardait partout. Les photos sur la cheminée. Les plantes sur le balcon. Le parquet ciré. « Ça n'a pas changé », a-t-il murmuré. « Non. » Nouveau silence. « Tu veux un thé ?»« Volontiers. » Je suis allée dans la cuisine préparer le thé. Mes mains tremblaient légèrement. Je prenais mon temps. Je respirais.
Quand je suis revenue, il était debout devant la cheminée, regardant une photo de lui enfant. Je me souviens de ce jour. J'avais 7 ans. Papa m'avait emmené au parc Monceau. Oui, tu avais couru après les pigeons pendant 1 heure. Il a souri. Un sourire triste. Nous nous sommes assis. J'ai servi le thé en silence. Maman? Oui, je suis venue parce que... Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Parce que Céline et moi, on se sépare. J'ai posé ma tasse. Oh, je suis désolée. Non, tu ne l'es pas. Si, Édouard, je suis désolée. Pas pour elle, pour toi. Il a relevé la tête, surpris. Tu es sérieuse? Bien sûr, tu es mon fils. Je ne veux pas te voir souffrir. Ses yeux se sont embués. Même après tout ce qui s'est passé? Même après. Il m'a tout raconté. Comment, après leur départ, Céline avait changé. Comment elle lui reprochait constamment d'avoir perdu la maison. Comment elle l'accusait d'avoir échoué, d'être faible, d'avoir cédé à sa mère. Elle disait que tu m'avais manipulé, que tu avais tout calculé, que tu nous avais jetés dehors par cruauté. Et toi, qu'est-ce que tu pensais? Il a baissé les yeux. Au début, je la croyais. Je t'en voulais. Je me disais que tu avais été égoïste, que tu nous avais punis. Et maintenant, il a pris une grande inspiration. Maintenant, je comprends. Ses larmes ont commencé à couler. Maman, je suis tellement désolée. Édouard, non, laisse-moi finir. J'ai été lâche. J'ai fermé les yeux sur tout. Sur la façon dont Céline te traitait, sur les humiliations, sur tout. Il sanglotait maintenant. Elle a jeté du vin sur toi, ma propre mère. Et moi, je t'ai demandé de t'excuser. Édouard, comment j'ai pu faire ça? Comment? Je me suis levée et je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main dans la mienne. Parce que tu aimais ta femme, et qu'on fait parfois des erreurs quand on aime. Ce n'était pas une erreur, maman. C'était une trahison. Peut-être, mais tu es là aujourd'hui. Et ça compte. Il a posé sa tête sur mon épaule, comme quand il était petit. J'ai tout gâché. Tout. Non, tu as appris. C'est différent. Nous sommes restés longtemps comme ça. Lui pleurant, moi le tenant contre moi. Puis, doucement, il s'est redressé. Céline m'a quitté il y a 3 mois. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, un agent immobilier, quelqu'un qui, selon elle, a plus d'ambition que moi. Et les enfants? La garde partagée? 1 semaine sur 2. Comment vont-ils? Léa parle souvent de toi. Elle me demande pourquoi on ne te voit plus. Mon cœur s'est serré. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Que c'est compliqué. Ça n'a pas besoin de l'être. Il m'a regardé, les yeux rouges. Tu veux dire, si tu veux que les enfants me voient, ils sont les bienvenus. Toujours. Et moi? J'ai souri. Toi aussi, Édouard. Tu es mon fils, quoi qu'il arrive. Les semaines suivantes, Édouard est revenu plusieurs fois. Pas pour demander quelque chose, juste pour parler, pour boire un thé, pour retrouver ce lien qu'il avait cassé. Un samedi, il est venu avec Jules et Léa. Les enfants ont couru dans le jardin. Ils ont joué sur la balançoire que François avait installée il y a 40 ans. Ils ont cueilli des fleurs, ils ont ri. Léa m'a montré ses dessins. Jules m'a parlé de son école. Édouard nous regardait, assis sur la terrasse. « Merci, maman », a-t-il dit doucement. « De quoi? De ne pas m'avoir fermé ta porte. Tu es mon fils. Ma porte sera toujours ouverte. » Un jour, en février, j'ai revu Céline. Pas par hasard cette fois. Elle est venue sonner à ma porte. J'ai ouvert, surprise. Céline. Agathe. Elle était habillée élégamment, maquillée. Mais quelque chose avait changé dans son regard. « Je peux vous parler ?» Entrez. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle regardait partout, comme Édouard l'avait fait. C'est beau ici. Plus beau que dans mes souvenirs. Je n'ai rien dit. Elle a pris une grande inspiration. Je suis venue vous demander pardon. J'ai levé les sourcils, surprise. Pardon? Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité. Pour le vin. Pour les humiliations. Pour avoir monté Édouard contre vous. Elle avait les larmes aux yeux. Je croyais que cette maison était la solution à tous mes problèmes. Que si on l'avait, on serait heureux. Que tout serait facile. Et maintenant? Maintenant, je sais que j'avais tort. Cette maison n'aurait rien changé. Parce que le problème, ce n'était pas l'endroit où on vivait. C'était moi. Elle a essuyé ses larmes. J'étais égoïste, avide, méchante. Et j'ai détruit mon mariage. J'ai blessé mes enfants. J'ai fait du mal à tout le monde. Pourquoi vous me dites ça maintenant? Parce que j'ai appris qu'Édouard venait vous voir, que vous aviez pardonné,
et je me suis dit que, peut-être, que je vous pardonnerais aussi. Elle a hoché la tête, les yeux baissés. J'ai réfléchi longtemps. Céline, vous m'avez fait beaucoup de mal. Vous m'avez humiliée dans ma propre maison. Vous avez retourné mon fils contre moi. Vous m'avez traitée comme une moins que rien. Elle sanglotait maintenant. Je comprends que vous ne puissiez pas pardonner. Je n'ai pas fini. Elle a relevé la tête. Mais je comprends aussi que vous étiez malheureuse, que vous cherchiez quelque chose que vous n'avez jamais trouvé, que vous pensiez que le bonheur était quelque chose qu'on possède et non quelque chose qu'on construit. J'ai marqué une pause. Je ne peux pas oublier, mais je peux vous pardonner. Parce que garder de la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Elle pleurait silencieusement. Merci. Mais Céline, écoutez-moi bien. Je vous pardonne pour moi, pas pour vous. Parce que j'ai besoin de paix, et qu'on ne trouve pas la paix dans la haine. Elle a hoché la tête. Je comprends. Elle est repartie peu après. Je ne sais pas si nous serons un jour amis. Probablement pas. Mais j'avais fait ce que je devais faire. Pardonner. Non pas pour excuser, mais pour libérer. Quelques mois plus tard, Marguerite m'a raconté ce qu'elle avait appris par Pauline. Céline vivait maintenant avec son nouvel homme dans un appartement moderne du 15e. Mais les choses ne se passaient pas comme elle l'avait imaginé. Apparemment, il est très autoritaire. Il contrôle tout. Elle n'a plus le droit de voir ses amis comme elle veut. Il vérifie ses comptes. Elle qui voulait la liberté se retrouve en cage. J'ai secoué la tête. La vie a une drôle de façon d'enseigner les leçons. Tu ne te réjouis pas? Non, Marguerite. Je ne me réjouis de la souffrance de personne, même celle de Céline. Tu es une sainte, Agathe. Non, je suis juste fatiguée de la colère. Édouard, lui, allait mieux. Il avait trouvé un nouvel appartement, plus grand, plus lumineux. Il se reconstruisait doucement. Un dimanche, il est venu déjeuner avec les enfants. Nous avons mangé dans le jardin. J'avais préparé un bœuf bourguignon, son plat préféré. C'est délicieux, maman. Merci, mon chéri. Après le repas, alors que les enfants jouaient, il s'est assis à côté de moi. Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Oui, à tout ce qui s'est passé. À mes erreurs, à tes sacrifices. Édouard, non, laisse-moi dire. J'ai compris quelque chose. J'ai compris que pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais demandé de choisir. C'est moi qui ai choisi. Mal. Il m'a pris la main. Et j'ai aussi compris que l'amour véritable ne demande rien. Il donne. Toujours. Comme tu as toujours donné. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu sais ce qui est le plus terrible? Quoi? C'est que pendant des mois, Céline m'a répété que tu étais égoïste, possessive, manipulatrice, et je l'ai cru. Il a secoué la tête. Alors que toi, tu m'as laissé partir. Tu ne m'as pas retenu. Tu ne m'as pas supplié. Tu t'es juste respecté. Et c'est moi qui suis revenu. Parce que tu étais prêt? Oui. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les enfants jouer. Maman? Oui, je ne te remercierai jamais assez. Pourquoi? Pour m'avoir appris, même sans le vouloir, ce qu'est la vraie dignité. Ce soir-là, quand ils sont tous partis, je me suis assise dans le fauteuil de François. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à cette femme que j'étais il y a 3 ans, courbée, silencieuse, transparente, et à celle que j'étais devenue, droite, sereine, entière. La vie m'avait pris beaucoup. Elle m'avait fait mal, elle m'avait humiliée, mais elle m'avait aussi enseigné l'essentiel, que la dignité n'a pas de prix, que l'amour véritable ne supplie jamais, et que parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de se respecter. Céline avait voulu ma maison. Elle avait tout fait pour me chasser de chez moi. Aujourd'hui, elle vivait dans un appartement avec un homme qui la contrôlait. Édouard, qui m'avait abandonnée, avait perdu sa famille, son mariage, ses illusions. Et moi, qui n'avais rien fait d'autre que me défendre, j'avais retrouvé ma paix, ma maison, ma dignité. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. 4 années se sont écoulées depuis cette soirée où le vin rouge a coulé sur ma robe blanche. 4 années où j'ai réappris à vivre, à exister, à aimer sans m'oublier. Ma maison est toujours debout, solide, lumineuse. Elle porte encore mon nom sur l'acte de propriété que je garde précieusement dans mon coffret en bois. Cette maison qui a tout vu, mes joies, mes peines, mon mariage, la naissance d'Édouard, la mort de François, la trahison, et enfin, la renaissance. Édouard vient déjeuner tous les dimanches avec Jules et Léa. C'est devenu notre rituel,
notre façon de reconstruire ce qui avait été brisé. Jules a maintenant 13 ans. Il me parle de ses études, de ses amis, de ses rêves. Il veut devenir architecte. Pour construire de belles maisons, mamie, comme la tienne. Léa, elle, a 11 ans. Elle est devenue une jeune fille magnifique, sensible, artiste. Elle dessine toujours. Et chaque dessin qu'elle fait, elle me l'offre. Celui-là, c'est nous 4 dans le jardin. Toi, moi, Jules et papa. Il est magnifique, ma chérie. Tu vois, j'ai dessiné les hortensias. Ils sont bleus, comme tu les aimes. Je garde tous ces dessins dans un album. Un jour, quand elle sera grande, je les lui donnerai, pour qu'elle se souvienne. Édouard a refait sa vie doucement. Il ne s'est pas remarié. Il dit qu'il a besoin de temps, qu'il veut d'abord se retrouver lui-même avant de chercher quelqu'un d'autre. J'ai passé tellement d'années à essayer de plaire à Céline que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Et maintenant, tu le sais, je commence à le découvrir. Nous parlons beaucoup, lui et moi, de tout, de rien, de la vie, du passé, de l'avenir. Un dimanche, il m'a demandé « Maman, tu m'en veux encore ?»« Non, mon chéri. »« Vraiment ? Vraiment. La rancune est un poids trop lourd à porter à mon âge. » Il a souri. « Tu es incroyable, tu sais. »« Non, je suis juste fatiguée de souffrir. Alors j'ai choisi la paix. » Céline, je ne l'ai revue que 2 fois depuis cette visite où elle était venue me demander pardon. La première fois, c'était au marché. Elle faisait ses courses, seule. Elle m'a vue et a hésité. Puis, elle s'est approchée. « Bonjour, Agathe. Bonjour, Céline. Comment allez-vous ? » ?»« Ça va. Et vous ? » ?»« Très bien. » Un silence gêné. Les enfants me parlent de vous. Ils vous adorent. Moi aussi, je les adore. Vous avez de la chance d'avoir cette relation avec eux. J'ai vu de la tristesse dans ses yeux. Céline, vous êtes leur mère. Ils vous aiment aussi. Pas comme ils vous aiment. Ils me respectent par devoir. Mais vous, ils vous aiment par choix. Elle avait raison. Et elle le savait. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Peut-être. Elle est repartie, les épaules légèrement courbées. La deuxième fois, c'était il y a 6 mois. Elle a sonné à ma porte un après-midi de printemps. J'ai ouvert et j'ai été surprise de la voir. Elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts. Son visage, fatigué. Elle portait des vêtements simples. « Agathe, excusez-moi de venir sans prévenir. Ce n'est rien. Entrez. » Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai préparé du thé. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Elle a pris une grande inspiration. « Je voulais vous dire que j'ai quitté Éric, mon compagnon. » « Oh, il était... Disons que ce n'était pas l'homme que je croyais. » Elle a marqué une pause. « En fait, personne n'était jamais l'homme que je croyais. Parce que je ne cherchais pas un homme. Je cherchais une solution. Une solution à quoi ? À mon vide intérieur. À cette impression que je n'étais jamais assez. Que je ne valais rien si je n'avais pas la bonne maison, le bon mari, la bonne vie. » Ses yeux se sont embués. J'ai détruit mon mariage avec Édouard pour ça. Pour cette illusion que le bonheur était ailleurs. Dans votre maison. Dans une autre vie. Et maintenant ? Maintenant, je suis seule. Dans un studio. Je vois mes enfants 1 semaine sur 2. Et je commence enfin à comprendre. À comprendre quoi ? Que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on prend. C'est quelque chose qu'on cultive. J'ai hoché la tête. C'est une belle leçon, Céline. Même si elle est venue tard. Trop tard, peut-être. Il n'est jamais trop tard pour changer. Elle a bu son thé en silence. Vous savez ce qui est le plus ironique ? Quoi ? C'est que j'ai passé des mois à vous envier, à vouloir votre maison, votre vie. Et maintenant, ce que je vous envie le plus, c'est votre paix. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Comment vous faites ? Comment vous êtes arrivé à cette sérénité après tout ce qu'on vous a fait ? En arrêtant de chercher la paix chez les autres, en la trouvant en moi. C'est tout ? C'est tout. Elle est repartie peu après. Je ne sais pas si elle trouvera sa paix un jour. Je l'espère pour elle. Sincèrement, parce que personne ne mérite de vivre dans le vide. Mes amis viennent toujours le jeudi. Marguerite, bien sûr, mais aussi Christiane, Monique, Elisabeth, et parfois d'autres. Des femmes que j'ai rencontrées dans mes cours de peinture, des voisines, des âmes sœurs. Nous prenons le thé dans le jardin quand il fait beau. Nous parlons de tout, de nos vies, de nos enfants, de nos regrets, de nos fiertés. « Agathe, tu devrais écrire un livre », m'a dit Christiane un jour. « Un livre ? Sur quoi ? Sur ta vie, sur ce que tu as traversé, sur cette force que tu as trouvée. Personne ne voudrait lire ça. Détrompe-toi. Il y a tellement de femmes qui vivent ce que tu as vécu,
qui se laissent effacer, qui ont peur de dire non. Marguerite a renchéri. Elle a raison. Ton histoire pourrait aider beaucoup de femmes. J'y ai réfléchi. Puis, j'ai secoué la tête. Non, je ne veux pas écrire de livre. Mais si mon histoire peut servir, alors je la raconterai autrement. Comment? En la vivant, tous les jours, en montrant à mes petits-enfants, à mes amis, à toutes celles qui me croisent, qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter. Les cours de français que je donne ont continué. Maintenant, nous sommes 10 femmes qui se retrouvent 2 fois par semaine. Amina, la jeune Marocaine, parle presque couramment maintenant. Elle a trouvé du travail dans une boulangerie. Elle rayonne. « Madame Agathe, vous avez changé ma vie. » « Non, ma chérie, c'est toi qui as changé ta vie. Moi, je t'ai juste donné quelques outils. Mais sans vous, je n'aurais jamais eu le courage. Ces femmes m'ont appris quelque chose d'essentiel, que le courage n'est pas de ne jamais avoir peur. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Un soir, alors que je lisais dans le salon, j'ai entendu sonner à la porte. C'était tard, presque 21 heures. J'ai ouvert. C'était Léa, seule, en larmes. « Léa, qu'est-ce que tu fais là? Où est ton père? Papa ne sait pas que je suis là. Je me suis disputée avec maman. J'ai pris le métro. Entre, ma chérie, entre. » Je l'ai fait asseoir dans le salon. Je lui ai préparé un chocolat chaud. Puis je me suis assise à côté d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a éclaté en sanglots. Maman, elle a crié sur moi. Elle a dit que j'étais une ingrate, que je ne pensais qu'à moi, que j'étais comme toi. Comme moi? Oui. Elle a dit que tu m'avais monté contre elle, que tu me manipulais comme tu avais manipulé papa. Mon cœur s'est serré. Léa, regarde-moi. Elle a levé ses yeux rouges vers moi. Ta maman souffre, elle dit des choses qu'elle ne pense pas vraiment. Mais c'est toujours pareil. Elle me reproche tout. Elle me compare à Jules. Elle dit que je suis difficile. Tu n'es pas difficile, ma chérie. Tu es juste toi-même. Et c'est magnifique. Alors pourquoi elle ne m'aime pas? Les larmes me sont montées aux yeux. Elle t'aime, Léa, à sa façon. Mais parfois, les gens qui souffrent ne savent pas comment aimer. Toi, tu as souffert aussi. Et tu sais comment aimer. Parce que j'ai appris. Et ta maman apprendra aussi. Il faut juste lui laisser du temps. Je l'ai serrée dans mes bras. En attendant, tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit d'être aimé pour ce que tu es. Et moi, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Elle est restée dormir cette nuit-là. J'ai appelé Édouard pour le prévenir. Il est venu la chercher le lendemain matin. Merci, maman. C'est normal. Non. Merci pour tout. Pour être là. Pour ne jamais juger. Pour aimer mes enfants, même quand leur mère les blesse. Édouard, c'est ce que font les grands-mères. Non. C'est ce que font les femmes fortes. Oh. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. L'écriture était celle de Céline. Chère Agathe, je sais que je n'ai pas le droit de vous écrire, pas après tout ce que je vous ai fait, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Léa m'a raconté qu'elle était venue chez vous il y a quelques jours, qu'elle avait pleuré, que vous l'aviez consolée. Elle m'a aussi dit ce que vous lui aviez dit sur moi, que je souffrais, que j'apprendrais à aimer. Vous auriez pu la monter contre moi. Vous auriez pu profiter de cette occasion pour lui dire que j'étais une mauvaise mère, que je ne la méritais pas, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de ça, vous m'avez défendue. Moi, celle qui vous a humilié, celle qui a tout fait pour vous chasser de votre propre maison. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous arrivez à être si bonne après tout ça. Je voulais juste vous dire merci. Pour Léa, pour mes enfants, pour votre générosité. Je ne sais pas si un jour je serai comme vous. Probablement pas. Mais je vais essayer. Pour mes enfants. Pour moi. Merci d'être ce que vous êtes. Céline. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir, à côté de celle d'Édouard. Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je lui en voulais, mais parce que parfois, le silence est la plus belle des réponses. Cet après-midi, je suis assise dans le jardin. Les hortensias sont en pleine floraison. Bleues, comme toujours, comme depuis 40 ans. Le soleil brille doucement. Les oiseaux chantent. Le vent fait danser les feuilles des arbres. Je pense à tout ce chemin, à cette femme de 76 ans qui se laissait humilier dans sa propre maison, à cette femme qui avait peur de son fils, peur de dire non, peur d'exister, et je regarde celle que je suis devenue, une femme de 80 ans qui a appris que la dignité n'a pas d'âge, qu'on peut toujours se relever, qu'on peut toujours recommencer.
Si je devais donner un conseil à toutes les femmes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne vous effacez jamais pour faire plaisir aux autres. Ne vous taisez jamais par peur de déranger. Ne vous excusez jamais d'exister. Parce que la vie est trop courte pour la passer à genoux. Et parce que le respect qu'on a pour soi-même est le seul respect qui compte vraiment. Mon fils est revenu. Pas parce que je l'ai supplié, mais parce qu'il a compris. Ma belle-fille a appris. Difficilement. Douloureusement. Mais elle a appris. Mes petits-enfants m'aiment. Et je les aime. Et moi, je suis en paix. Dans ma maison. Celle qui porte mon nom. Celle que personne ne pourra jamais m'enlever. Parce qu'une maison, ce n'est pas seulement des murs et un toit. Une maison, c'est un refuge, un sanctuaire, un lieu où on a le droit d'être soi-même. Et cette maison, c'est moi. Il y a quelques jours, Édouard est venu avec une proposition. « Maman, j'ai réfléchi. Je voudrais qu'on rédige un testament ensemble, pour que cette maison reste dans la famille, pour Jules et Léa, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. » J'ai souri. Cette maison leur reviendra un jour, mon chéri. Mais pas maintenant. Je sais, je ne demande rien maintenant. Je veux juste qu'on organise les choses, pour éviter les disputes, pour que tout soit clair. D'accord. Nous avons pris rendez-vous chez Maître Beaumont. Et là, devant le notaire, j'ai fait quelque chose qu'Édouard n'attendait pas. « Maître, je voudrais léguer cette maison à mes 2 petits-enfants, Jules et Léa, à parts égales. » Édouard m'a regardé, surpris. « Maman, je pensais que je te la lèguerais à toi ? » « Oui. » « Non, mon chéri. Cette maison ira directement à tes enfants. Parce que ils l'aiment pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle vaut. » Il a compris. Et il a hoché la tête. « Tu as raison. Ce soir, je vais me coucher tôt. Demain, Marguerite vient pour le thé. Après-demain, j'ai mes cours de français. Et dimanche, Édouard vient déjeuner avec les enfants. Ma vie est simple, tranquille, ordinaire, mais elle est à moi. Et c'est ce qui compte. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa dignité, à comprendre qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie m'a appris une chose essentielle. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas les forcer à nous aimer, à nous respecter, à nous voir. Mais on peut choisir de se respecter soi-même. Et parfois, c'est suffisant. Je m'appelle Agathe Giraud. J'ai 80 ans. Et je suis chez moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.